honnêtement, on aurait rarement pu rêver mieux. Hein. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Avant toute chose, je vous souhaite bien évidemment une excellente année 2025, qu'elle soit remplie d'épanouissement et de santé. Épanouissement de quelque manière que ce soit, hein, via la vie sentimentale, professionnelle ou vos projets perso, voilà. Et j'espère de tout cœur que mon contenu pourra vous accompagner durant cette année 2025 et que mon contenu saura vous divertir et vous apporter du positif, quelque manière que ce soit, en tout cas je l'espère très sincèrement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, sans spoil, on va parler de la première saison de Dandadan, donc anime de Science Saru. Je crois que ce studio, ce sont ceux qui sont derrière Devilman Crybaby, que j'avais pas regardé en entier, donc je peux pas trop vous parler de cet anime. Enfin, j'ai pas une grosse connaissance avec ce studio d'animation, mais donc Dandadan, qui est l'adaptation du manga de Yukinobu Tatsu. Et alors, je vous avoue que j'avais très très hâte de cet animé parce que c'est fait depuis le début de la parution française que je suis le manga de Dandadan, donc à savoir en août 2022. Voilà, c'est depuis 2022 que personnellement je suis dans cet univers. Et c'est vrai que j'étais assez tombé sous le charme de ce manga. Et donc j'avais terriblement hâte, déjà, moi, de pouvoir mettre des voix sur ces personnages. J'étais très curieux de voir comment ils allaient adapter un tel univers qui est quand même assez particulier et assez intéressant. Et déjà, le manga est très 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 puissant pour ce qui est du côté action et du côté conception de l'espace. Donc j'étais très curieux de voir comment est-ce qu'ils allaient rendre ça en animé. Et surtout, j'avais hâte en fait que le monde découvre en fait ces personnages, parce que c'est vrai que les animés c'est toujours le moyen pour officialiser, entre guillemets, populariser un manga. C'est-à-dire qu'un manga ça touche, je dis n'importe quoi, 20% de la population, mais dès qu'un anime sort, quand en plus il est bien fait et bien distribué comme Dandadan, et bah là tu touches direct 50-60% de la population. Et donc j'avais hâte en fait que le monde, que tous mes potes et tout puissent enfin rencontrer ces personnages. Cet animé donc, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Ah, là ils ont vraiment mis la max, hein, pour la com, parce qu'on peut retrouver cet animé sur Netflix, sur Crunchyroll, sur ADN. Je crois qu'il y a 2 VF d'ailleurs pour cet animé. Il y en a une. Il y a celle de Netflix et celle de ADN. Et en plus, je me souviens qu'ils avaient lancé une campagne de promo assez intense, parce que je crois que c'était les 2 premiers épisodes ou les 3 premiers. C'était peut-être les 3 premiers, qui avaient été diffusés au cinéma en août ou en septembre, je sais plus, 2024. Donc ouais, il y avait quand même une certaine envie de vraiment faire atteindre cet animé au plus de gens possible. Donc c'est assez cool, et à juste titre, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, avant de rentrer plus en détail dans le vif du sujet, on va faire un petit synopsis, comme d'habitude. Alors, on va suivre les aventures de 2 lycéens, Momo Ayase, une jeune femme, et Ken Takakura. Et en fait, tous les deux sont en désaccord. C'est-à-dire que Momo Ayase, elle croit aux fantômes, mais pas aux extraterrestres, et Ken, c'est l'inverse. Il croit aux extraterrestres, mais pas aux fantômes. Donc du coup, ils vont se lancer un pari pour déterminer qui a raison. Et donc ils vont partir à la visite de lieux associés à l'occulte et au surnaturel, chacun de son côté. Et ils vont se rendre compte tous les deux que, en fait, les deux existent. Les extraterrestres existent et les fantômes existent. Et donc à partir de là, ils vont être confrontés régulièrement dans leur vie de lycéens à toutes sortes de phénomènes paranormaux, que ce soit via les fantômes, via des monstres, via des yokai en fait, ou alors via des ovnis. Et en fait, ces différentes formes surnaturelles vont apporter des pouvoirs aux 2 lycéens. Ça va un petit peu les transformer. Moi j'aime bien, je trouve en fait que cet animé est un mélange assez cool entre Bleach
et Gintama, le manga humoristique Gintama. Parce que dans le sens où, en fait, ils vont être tellement au contact du surnaturel qu'en fait le surnaturel va commencer à les envahir et donc à leur faire développer des pouvoirs qu'ils vont pouvoir utiliser pour se défendre contre les différents démons qu'ils proviennent de la Terre comme de l'espace pour secourir leurs amis, la ville, etc. Et alors, le point particulier de cet animé, c'est qu'il y a aussi une romance. C'est-à-dire que petit à petit, Momo et Ken, donc, qui va se faire surnommer Okarun, ils vont beaucoup se rapprocher, et donc ça va être aussi, il va falloir aussi jongler avec leurs sentiments. Ça va être un mélange d'action surnaturelle, enfin action fantastique, et un petit peu romance, parce que bah voilà, Okarun c'est vraiment le personnage, c'est vraiment le geek, c'est vraiment l'introverti, le nerd introverti qui a pas du tout l'habitude de s'adresser à des jeunes femmes, et Momo en fait va faire un pas vers lui, et donc en fait elle va s'ouvrir à lui, elle va commencer à être gentille avec lui, et donc lui tout de suite il va tomber amoureux, et elle en parallèle elle va commencer à vraiment sentir une confiance, un charisme chez Okarun, et en plus Okarun a le même nom que son acteur favori, et Okarun par inadvertance va se mettre à balancer les mêmes répliques que son acteur favori, donc ce qui fait que Momo pareil ça va chambouler son petit cœur, et donc on est sur cette espèce de feu d'artifice qui va un peu dans tous les sens, entre leurs sentiments qui vont dans tous les sens et les différentes batailles qu'ils doivent mener en parallèle de leur vie de lycéen. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le synopsis de base. Ce qui est très intéressant dans cet anime, c'est que, comme je le disais, cet animé, enfin cette série me fait un petit peu penser à Bleach, dans le sens où tous les monstres surnaturels, tous les démons surnaturels qu'ils vont affronter, ça va être un petit peu dans une dimension parallèle. Et ce qui fait que dès qu'on va être dans le domaine de l'occulte ou des ovnis, on va avoir un code couleur très spécifique, comme s'il fallait vraiment nous faire comprendre qu'ils sont dans une autre dimension et que ça se passe en parallèle de la vie normale. Et donc ça déjà c'est très intéressant. J'entre vite fait dans le côté réalisation, mais les différents codes couleurs que propose cet animé, c'est très intéressant, c'est très pertinent, parce que du coup ça nous permet de vraiment nous faire comprendre quand est-ce qu'on est dans un domaine, on va dire, réel, et quand est-ce qu'on est dans du combat et dans une dimension. Ça nous aide en fait à mieux appréhender l'action, parce que c'est vrai que dans le manga il n'y a pas de couleur, donc c'est vrai que dès qu'ils se mettent à affronter un yokai ou un ovni, et ben en fait tu vois pas forcément la séparation entre le monde réel et le combat, et ce qui fait que tu te dis, mais attends, mais c'est un truc de ouf, là vous êtes en train de défoncer un bâtiment, vous êtes en train de ravager un quartier, alors qu'il est censé y avoir des gens qui vivent, enfin c'est un peu, voilà, des fois c'est un peu étrange à accepter, mais dans l'animé c'est beaucoup plus facile, parce que le fait d'être plongé dans une ambiance d'une certaine couleur, ça t'aide en fait à mieux comprendre, un petit peu comme un filtre en fait, où tu te dis ok, là ils sont dans l'aspect surnaturel, un petit peu comme ce que proposait Bleach aussi avec les filtres lumineux qui nous faisaient bien comprendre quand est-ce qu'on était dans du normal et quand est-ce qu'on était on affronte des fantômes. Donc ça j'aime beaucoup. Et surtout, ce qui fonctionne très très bien, et c'est en ça que je disais que ça me faisait aussi beaucoup penser à Gintama, c'est qu'il y a un côté extrêmement loufoque, mais loufoque, il y a du loufoque vraiment, genre il y a des personnages qui sont très hauts en couleur, qui ont des spécificités de caractère très drôles et très, très particulières, mais il y a aussi du côté what the fuck dans les différents monstres qu'ils vont affronter. C'est en fait c'est à première vue du what the fuck, c'est-à-dire qu'on va tomber sur des ovnis qui cherchent à arracher les parties génitales de Momo pour pouvoir se reproduire eux-mêmes et faire des analyses dans l'espace. Donc déjà tu dis what the fuck, c'est quoi ce bordel? Et en fait tu vas te rendre compte plus loin que
ça raconte en fait quelque chose. C'est pas juste du malaise pour du malaise. Et quand bien même, je trouve que le malaise fonctionne très très bien parce que le pitch de base, le postulat de base, qui est d'affronter des ovnis ou des yokai, il n'est pas forcément très révolutionnaire. C'est-à-dire que vraiment, on ne compte plus le nombre de mangas qui proposent ça, que ce soit via du Bleach, que ce soit via du Jujutsu Kaisen, Blue Exorcist, enfin des Greyman, enfin voilà, le côté des humains qui affrontent des démons. Bon, ça a été vu et revu dans le manga, dans le monde du manga. Mais ce qui est très très intéressant dans Dan, c'est que les monstres qui vont nous être présentés sont hyper flippants, ils sont hyper malaisants. Je prenais l'exemple des ovnis qui cherchent à prendre les parties génitales de Momo. Ils sont extrêmement malaisants, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de pince qui leur sort de l'entrejambe en mode eh bah hop c'est parti, on va t'enlever tout ça, on va insérer ça en toi, on va te prendre tes parties et puis on va repartir, hein, avec un grand sourire extrêmement malaisant. Et moi ça m'avait fait rire parce que beaucoup d'épisodes du coup ont un petit peu fait survolter les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui qui ont été choqués en mode ouah mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est dégueulasse, c'est quoi cet anime, c'est trop bizarre. Vraiment ils étaient au bout de leur life et moi j'étais en mode en fait c'est normal, enfin tant mieux en fait, j'ai envie de vous dire tant mieux que vous ayez été choqués parce que c'est le but en fait, c'est le but, c'est-à-dire qu'en fait il y a cette volonté de nous montrer des êtres surnaturels qui sont hyper flippants et qui n'ont rien de véritablement naturel ou auquel on pourrait s'attacher. Et donc en fait moi c'est ça que je trouve cocasse, parce que les gens qui se sont un petit peu oh là là, ils se sont sentis importunés, oh là là, mais non, c'est quoi ce truc et tout. Bah, j'ai envie de vous dire, bande de fragiles. Enfin non, je veux pas dire ça, mais ça fait un peu genre, bah oui, mais tant mieux, enfin, si vous avez été choqué par cet épisode, si vous vous sentez du vrai malaise devant cet épisode, bah tant mieux, parce que c'est le but recherché. Ils sont en train d'affronter des êtres qui n'ont rien de naturel, qui sont complètement abracadabresques, donc c'est normal, c'est normal, donc tant mieux en fait, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que le design et l'ambiance fonctionnent. Mais ce qui est aussi très intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet anime, vous l'aurez compris, c'est que ce n'est pas uniquement malaisant, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de démons, d'ennemis, qui vont raconter quelque chose. Ils sont pas juste étranges, ils sont pas juste flippants, ça va véritablement raconter quelque chose, notamment pour tout ce qui touche autour des yokai. À première vue, on se dit, ok, c'est des démons, il faut vite les éliminer pour protéger notre monde. Et en fait, l'animé va nous faire comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que cet esprit se trouve à cet endroit exactement, pourquoi est-ce qu'il hante les gens, pourquoi est-ce qu'il a cette apparence, etc. etc. Mention spéciale à l'épisode 7 qui a reçu des notes exceptionnelles et qui a choqué tout le monde parce qu'il a été... ce que ça racontait et surtout la réalisation était... phénoménal, vraiment. L'épisode 7 de Dan, j'ai rarement vu un épisode de cette qualité. C'était terriblement émouvant, ça m'a pris aux tripes cet épisode. C'est un des meilleurs que j'ai vu, mais vraiment tout animé confondu, je l'ai trouvé dans la manière, dans sa réalisation et dans ce que ça voulait raconter. Déjà dans le manga ça m'avait beaucoup troublé, mais dans l'animé ils en ont fait quelque chose ils l'ont sublimé mais d'une façon remarquable. Et donc voilà, c'est ça qui est aussi très intéressant dans cet animé, c'est que le côté flippant n'est pas juste flippant. Derrière, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose, ça tisse un lien entre le registre du vivant et du mort, et donc même là-dessus aussi c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Moi il y a beaucoup de méchants en fait qui m'ont marqué parce que leur design, parce que la manière qu'il faut s'y prendre pour s'en débarrasser, et de par ce qu'ils racontent et de par leur message derrière, que j'ai trouvé incroyable. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans l'histoire, on va rester un petit peu sur le côté histoire avant de passer à l'aspect technique, mais ce que j'aime beaucoup dans l'histoire aussi, c'est que il y a beaucoup de messages qui passent, qui parlent de la sexualité dans sa manière générale. C'est-à-dire que il y en a qui peuvent trouver ça relou, en fait,
que que Momo et Okalun soient autant, elle, la caméra, soient autant peu à l'aise avec leurs sentiments, mais en même temps, c'est des lycéens. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que le côté amour, il est assumé dans l'intrigue, mais il n'est pas assumé par les personnages, mais parce que, en fait, c'est des lycéens. C'est des putains de lycéens, ils sont hyper caractériels, ils savent pas vraiment ce que c'est qu'être amoureux, ils savent pas vraiment ce que c'est les sentiments, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et surtout, qui revient plusieurs fois sur le devant de la scène et qui va évoluer. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que moi, j'aime beaucoup les love stories en règle générale, et c'est vrai que dans les shonen, les histoires d'amour, ça me lasse très très vite parce que c'est rarement assumé. On passe très vite à autre chose, ça stagne beaucoup. Et dans cette série, alors je dis pas qu'ils se mettent en couple au bout de 2 frames, mais dans cette série, j'aime bien la manière dont l'histoire d'amour est écrite, parce que c'est vraiment du développement psychologique de petit à petit. C'est-à-dire que Okalun, il a beau être le nerd, il a beau être le petit nerd tout timide, j'aime bien les messages qu'il raconte. À un moment donné, Momo va lui dire... Enfin, en fait, il est hyper recroquevillé sur lui-même, et à un moment donné, Momo va lui dire « Mais en fait, si t'es autant recroquevillé sur toi, c'est parce que, en fait, tu pars du principe que tout le monde va te détester. Avant même d'avoir noué le moindre contact avec qui que ce soit, tu vas partir du principe que personne ne t'aime, et donc tu te refermes sur toi-même, et donc, forcément, oui, tu es seul. » Et il y a plusieurs messages comme ça, de développement personnel, si je peux dire, qui sont hyper intéressants, pertinents, et je m'attendais pas du tout à recevoir ça dans la tronche dans un tel manga. Quand j'ai lu vraiment ce manga, il y a plein de fois, je me suis un petit peu reconnu, et des fois j'ai compris d'autres situations où je me disais, mais bordel, ouais, ok. À un moment, il y a une scène notamment de dispute aussi entre Okalun et Momo qui fait un petit peu sa jalouse, et en fait, Okalun, malgré que ce soit un nerd, il sort de cette carapace, grâce à Momo qui le fait beaucoup évoluer, il sort de ce côté nerd très timide pour lui dire « Mais en fait, si t'as un problème, dis-le-moi en fait, parce que moi j'ai absolument aucune envie qu'on soit en froid ou qu'on se dispute au sujet de quoi que ce soit. Donc en fait, s'il y a un malaise, c'est ok, je l'assume, mais il faut que tu l'assumes aussi et il faut que tu m'en parles. » Et ça aussi, ce côté développement personnel, développement de personnages, relation de personnages, pardon, c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout dans un tel shonen qui parle de surnaturel et tout, et ce qui rend, encore une fois, les personnages drôlement attachants. Et je parlais de sexualité. Ce que j'aime beaucoup, et ce qui est assez étrange aussi, c'est la manière dont le mangaka, l'auteur, va faire prendre sa revanche, va faire prendre leur revanche, entre guillemets, aux femmes. Il y a des atrocités qui sont commises dans le manga, notamment dans l'intrigue, notamment des femmes qui en fait sont devenues des fantômes ou qui hantent des endroits parce qu'elles ont vécu des enfers de leur vivant et parce qu'il y a des hommes notamment qui leur ont fait subir des choses affreuses. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous voyez très vite de quoi je veux parler. Et en fait, ce manga parle aussi de ça, c'est-à-dire de la revanche des femmes sur le patriarcat. Typiquement, il y a un gag autour du personnage d'Okalun où en fait il va perdre ses parties génitales d'une manière assez drôle. J'en dis pas plus si jamais vous connaissez pas du tout. Et il en est de même pour les autres personnages féminins. Quasiment tous les personnages féminins, il est vraiment question d'une revanche sur les hommes, sur le patriarcat, sur le côté on a été traités comme des merdes, et ben on va vous le faire payer. Mais c'est raconté d'une manière assez... alors subtil, c'est peut-être pas le mot, mais qui est raconté d'une manière assez intéressante dans le côté en fait, on arrivera à être en paix que lorsque en fait on trouvera de la plénitude et qu'on arrivera à recoller certains morceaux. Et ça aussi, j'ai trouvé ça assez surprenant dans le bon sens du terme d'aborder les choses de cette manière. Plein de gens étaient choqués du début. Ouais, mais c'est quoi ce truc bizarre? Elle est en sous-vêtements, elle va se faire retirer ses parties par des aliens. Oh là là, l'auteur il est bizarre et tout, il pense qu'au cul, etc. Allez plus loin, en fait. Poussez votre analyse. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est fait de cette manière-là, c'est pas uniquement pour montrer Momo en sous-vêtements et c'est pas uniquement pour choquer. Il y a quelque chose derrière. Ça veut dire quelque chose, en fait. C'est-à-dire que les mecs, c'est vraiment ça veut dire notamment que si tu penses qu'aux parties génitales, tu es monstrueux. Et c'est ce qui est dessiné dans cette œuvre. Et ça, encore une fois, j'ai trouvé ça putain d'intéressant. Vive Dan Dadan. Maintenant, je vais parler un petit peu
Du côté réalisation, je m'attendais pas non plus à avoir une telle qualité d'animation. Comme je le disais, dans le manga, en fait, ce qui est très impressionnant, c'est les scènes d'action qui sont. Dans le manga, il y a un soin apporté à l'espace et à l'action et au mouvement qui est très 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 impressionnant. Les chara-design en termes généraux, je trouve dans ce manga fonctionnent très très bien. Moi j'adore le chara-design de Momo ou de sa grand-mère ou de plein d'autres personnages et notamment des démons parce que justement je les trouve très intéressants dans ce que ça veut raconter dans leur côté malaisant. Et donc c'est vrai que le côté chara-design mêlé à de l'action très violente dans le côté vitesse qu'on ressent à travers les pages, j'étais très curieux de savoir comment est-ce qu'ils allaient l'adapter en animé, et force est de constater que c'est divinement bien fait. Vraiment, il y a des scènes d'action, que ce soit dans la ville ou alors au sein de leur lycée. J'ai adoré la manière dont ils ont pensé leur storyboard, la manière dont ils ont pensé leurs couleurs, leur jeu de couleurs et les expressions faciales. Typiquement, il y a des scènes de dialogue où en fait, il y a juste du dialogue, et pourtant, ils ont su transmettre une intensité folle dans le regard et dans les expressions des personnages, parce que surtout que c'est un manga qui joue beaucoup sur ça, sur l'expression des personnages. Les personnages ont des jeux de faciès très très drôles et des fois très sérieux. Tu ressens très vite les émotions dans les personnages. Il y a des personnages, des fois, ils prennent des têtes complètement what the fuck. Et moi c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont très très bien su retranscrire la puissance de l'action dans le manga et la puissance des faciès et des différents ping-pong, parce qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup d'échanges très très drôles, très comiques, qui rentrent bien en manga, et en animé c'est tout pareil, ça rend aussi très très bien. J'aime beaucoup les doubleurs, les différents doubleurs. Momo, la doubleuse de Momo notamment. Alors moi j'ai maté en japonais, et c'est vrai que la doubleuse de Momo, j'ai adoré sa prestation. Je l'avais jamais entendue auparavant. Elle a pas fait énormément de rôles en plus, j'ai regardé, et j'aime beaucoup la voix qu'ils lui ont proposée. Enfin vraiment, c'est un bonheur d'entendre enfin la voix de Momo et d'avoir une telle qualité dans la manière dont elle pose sa voix. Les fois où elle crie, les fois où elle est malaisée, les fois où elle est plus dans de l'action, où elle est en colère, ça marche très très bien. J'adore la mémé Turbo qui est la doubleuse de Luffy ou de Krillin. Enfin non, franchement le casting est très efficace, le storyboard est très efficace, les jeux de couleurs, j'en parlais, somptueux, et ça nous aide vraiment à nous situer dans l'intrigue et dans l'action. Donc non, honnêtement, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue production, ils ont vraiment mis la max. Et je pense que c'est aussi pour ça que qu'ils ont découpé la série en deux parties. Parce que pour ceux qui ont vu l'animé, ça ne vous aura pas échappé que le dernier épisode, il fait pas du tout fin de saison. Il fait pas du tout fin de saison, et moi ma théorie, et je pense que c'est quasiment sûr, hein, c'est qu'en fait à la base le studio avait travaillé une saison de 24 ou 25 épisodes, et en fait en cours de diffusion ils se sont dit non, en fait on va découper ça en 2 saisons, comme ça va nous laisser le temps de peaufiner les derniers épisodes pour proposer la meilleure qualité possible, et ça va laisser le temps aussi aux gens de savourer en fait cette saison. Typiquement, je pense au générique notamment, tu vois. En général, les animés de 25 épisodes, il y a 2 génériques. Et le premier générique de Dan Dadan, je le trouve incroyable, je me l'écoute tous les jours, c'est un régal absolu. Et en fait, je me dis pareil, en fait, s'ils avaient diffusé les 25 épisodes d'une seule traite, on aurait peut-être moins eu la musique en tête, alors que là, vraiment, le premier générique, Dan Dadan, c'est vraiment une sorte de leitmotiv à la série. Et donc je pense effectivement, parce que surtout qu'on a eu déjà le trailer de la saison 2 qui sort en juillet, on a une date et des images pour la saison 2, donc c'est quasiment sûr que la saison 2 elle est déjà quasiment prête, hein. Mais c'est juste qu'ils ont préféré couper, je pense, pour peaufiner. Mais à mon avis, elle doit être à 80% prête, la dernière saison, et je pense qu'ils préfèrent favoriser la qualité à la quantité, ce qui est très bien, parce que quand on voit ce qui est proposé en saison 1, je me dis ouais non, prenez bien le temps, peaufinez ce que vous voulez, parce que c'est un véritable régal. Voilà ce que j'avais à dire sur Dan Dadan, ce qui est déjà pas mal, hein, j'ai quand même dit pas mal de choses, mais honnêtement ouais, c'est vraiment un animé que je recommande à 100%, parce que il est attachant de par son univers, enfin de par ses personnages comme de son univers, comme de ses ennemis qu'on affronte.
Et puis, c'est qualitatif dans le storyboard, dans le découpage, dans les musiques. Vraiment, un grand bravo au studio d'animation parce que je trouve qu'ils ont très bien cerné l'univers, que ce soit l'univers musical qui a aussi une patte très particulière. Les musiques sont très particulières, c'est très chaotique par moments, mais ça colle extrêmement bien en fait à l'univers qui est proposé. Donc non, honnêtement, un grand bravo au studio d'animation. Pour moi, ils ont vraiment su comprendre l'état d'esprit dans lequel on se situe dans la série. Et ce qui est génial, c'est que, et ça encore une fois, ça me rend trop fier, enfin ça me rend trop heureux, trop fier, c'est pas le terme, mais ça me rend trop heureux parce que je connais plusieurs personnes qui ne sont pas du tout animées de base et qui ont quand même regardé cet animé et qui ont quand même passé un bon moment. Et ça me fait kiffer parce que je me dis putain yes, ça touche plus de gens. J'ai vu des critiques de vidéastes, de gens qui regardent pas du tout d'animé mais ils ont regardé Dan Da Dan. Donc je trouve que la communication et le fait que ce soit sur Netflix aussi c'est trop bien parce que du coup ça rend accessible à beaucoup de monde. Le fait qu'il y ait une VF qui a l'air très qualitative aussi, j'ai vu plusieurs doubleurs assez réputé. Donc tout ça fait que ça donne un englobage très cool et qui fait que j'espère que plein de gens seront aussi au rendez-vous pour la saison 2. Il y a quelques défauts que je reprocherais, alors notamment le côté crédibilité. C'est vrai que ça c'est un peu étrange par moment, t'as du mal à te dire comment ça se fait qu'il se passe une telle bataille que ce soit des lycéens aux côtés de mortels et qu'il n'y ait jamais d'enquête, de choses comme ça. Je trouve que c'est quelque chose que tu arrives à accepter au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'au début, il faut quand même l'accepter. Le fait que le surnaturel soit vraiment à part du monde naturel, du monde normal, des fois c'est un peu compliqué, je suis d'accord. Mais à côté de ça, pareil, il y a d'autres défauts, mais j'en parlerai plus en saison 2. Mais à côté de ça, ça reste quand même très quali dans ce que ça raconte, dans son humour. J'aime beaucoup l'humour de Dan Da Dan. Et puis il est même question à un moment donné de harcèlement scolaire. Enfin non, vraiment, c'est un manga drôle sur la face immergée de l'iceberg. Mais la face submergée de l'iceberg, ça traite vraiment de sujets très sérieux, de manière très pertinente. Et pour ça, bravo l'auteur et bravo au studio d'animation d'avoir sublimé tout ça. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu et à aller visiter les différents contenus de la Moquette TV. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochains contenus sur la chaîne. Voilà, bye bye les gens.